Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser au métro de New York, mais pas de la manière habituelle. On va oublier un peu le côté simple, moyen de transport. On va plutôt le voir comme une sorte de musée souterrain. Un vrai voyage dans l'histoire de l'architecture. C'est ça qui est fascinant. De ses débuts super grandioses, jusqu'aux stations les plus modernes, chaque arrêt, mais vraiment chaque arrêt, a une histoire à raconter. Pour commencer, écoutons ce que dit l'architecte Michael Weitzner. Franchement, sa phrase résume tout, non ? Ça capture cette réalité un peu brute, un peu crue qu'on connaît tous du métro, mais c'est justement ça le point de départ pour découvrir sa beauté cachée. Parce que oui, sous la saleté et le vacarme, il y a une histoire, un design qui sont absolument incroyables. Alors, comment tout ça a commencé ? On pourrait imaginer un grand plan, des urbanistes penchés sur des cartes pendant des années. Eh bien, pas du tout. La vérité, elle est beaucoup plus surprenante, beaucoup plus chaotique. En fait, tout est parti d'une catastrophe naturelle. Une tempête qui a littéralement mis la ville à genoux et qui l'a forcé à tout repenser de A à Z. Regardons cette chronologie, elle est super parlante. Dans les années 1870, imaginez un peu New York. C'était le règne des trains aériens et des tramways. Et au-dessus de tout ça, un enchevêtrement monstrueux de fils électriques. Et puis bam, 1888, le grand blizzard. Une tempête de neige historique qui a tout paralysé. Tous ces fils, tous ces poteaux se sont effondrés. Plus rien ne bougeait en surface. Et là, la solution est devenue une évidence. Il fallait aller sous terre. Pas seulement pour les trains, mais aussi pour tout le réseau électrique. C'est de ce chaos qu'est née l'idée qui a mené tout droit à l'ouverture de la première ligne en 1904. Allez, on plonge maintenant dans la toute première ère du métro. Et ce qui est fou, c'est que l'ambition de l'époque, ce qu'on appelle l'âge d'or, le Gilded Age, eh bien, elle ne s'est pas arrêtée à la surface. Toute cette opulence, ce style beaux-arts, néo-gothique qu'on voyait dans les grands bâtiments, a littéralement coulé sous terre pour façonner les premières stations. Et ça, c'est un point vraiment crucial à comprendre. Le contrat original pour le métro, il ne disait pas juste creuser un trou et faites passer des trains. Non. Il exigeait, noir sur blanc, que les stations soient belles. L'esthétique, la beauté, c'était aussi important que l'efficacité. C'était une déclaration d'attention incroyable pour l'époque. Ok, avant de voir le joyau de cette période, il faut parler d'un truc technique mais super important, le carreau Guastavino. Oubliez le petit carreau de salle de bain, là on parle d'un système de construction génial. Ce sont des couches de carreaux en terre cuite qui, une fois assemblées, créent des voûtes immenses et super solides sans avoir besoin de grosses poutres en acier. C'est la même technique qu'on voit par exemple à Grande Centrale. C'est élégant et c'est du solide. Et le meilleur exemple de tout ça, l'apothéose, c'est la station City Hall. C'était la station vitrine, celle qui devait en mettre plein la vue. Et elle le faisait. Imaginez un peu la scène. Des voûtes majestueuses en carreau Guastavino, des lustres en laiton, des puits de lumière, une vraie cathédrale sous terre. Mais, et c'est là toute l'ironie, c'est sa beauté qui l'a condamnée. Cette courbe magnifique, si élégante, elle était trop serrée pour les trains qui devenaient de plus en plus longs. Du coup, en 1945, on a dû la fermer. Mais alors comment ils ont fait pour construire tout ça aussi vite ? La réponse, c'est une méthode qu'on appelle cut and cover, ou tranchée couverte. Le principe est brutalement simple. On ouvre la rue comme une boîte de conserve, on creuse, on construit la structure du tunnel, on remet les tuyaux par-dessus, et hop, on referme. C'est super efficace, mais imaginez le bazar en surface. Et c'est pour ça que toutes ces vieilles stations sont juste sous nos pieds. Justement, cette méthode a permis de construire vite, très vite. Et avec cette expansion rapide, la philosophie a commencé à changer. Fini l'époque où chaque station était une œuvre d'art unique. On entre dans l'ère de la fonction. Maintenant, le mot d'ordre, c'est l'efficacité, la standardisation, un design qui marche partout. Il faut aussi comprendre un truc. Le métro de New York aujourd'hui, ce n'est pas un seul réseau, mais la fusion de 3 vieilles compagnies qui se faisaient la guerre à l'époque. L'IRT, le BMT et l'IND. C'est pour ça que le réseau actuel est un peu un casse-tête, avec des lignes identifiées par des chiffres, d'autres par des lettres, et même des tunnels et des wagons qui n'ont pas la même taille. C'est l'héritage de cette compétition passée. Et le résultat de tout ça ? Eh bien, c'est un monstre. On est parti de 28 stations en 1904 pour arriver à 472 aujourd'hui. 472, c'est juste gigantesque. C'est l'un des plus grands réseaux de la planète, tout simplement. Et pourtant, même dans cette période de standardisation, de recherche d'efficacité, 2 icônes du design sont nées. 2 éléments si forts, si reconnaissables, qu'ils ont fini par s'échapper du métro pour conquérir le monde entier. Le premier, c'est le Subway Tile, ce simple carreau de céramique blanc, rectangulaire, facile à nettoyer, qui renvoie la lumière. Il est partout aujourd'hui, mais il vient de là. Et le deuxième, c'est une police de caractère, l'Helvetica. Dans les années 70, c'était le chaos total dans la signalisation. Un designer génial, Massimo Vignelli, a tout mis à plat et a créé un système clair, simple, unifié avec cette police. L'exemple parfait du design à la fois beau et ultra fonctionnel. Allez, on fait un bond de géant dans le temps.
On avance jusqu'au XXIe siècle. Il faut savoir que pendant plus de 50 ans, le réseau n'a quasiment pas bougé. Et puis, la ville a lancé le projet pharaonique de la ligne de Seconde Avenue. Et là, attention, ce ne sont pas juste quelques stations en plus, c'est une toute nouvelle façon de penser l'expérience du voyageur sous terre. Déjà, la méthode de construction n'a plus rien à voir. Fini la rue éventrée. Maintenant, on utilise des machines monstrueuses, des tunneliers. Ces trucs creusent des tunnels très profonds sous la ville sans que personne ne s'en rende compte en surface. Et le petit détail amusant, c'est que ces foreuses géantes sont tellement énormes qu'à la fin de leur mission, on les laisse là, enterrées pour toujours au bout de la ligne. Et ce tableau, il résume parfaitement le choc des époques. D'un côté, les vieilles stations, plafond bas, une forêt de colonnes en acier. De l'autre, les nouvelles, des espaces immenses, des plafonds voûtés super hauts, sans aucune colonne. On a l'impression d'être dans une cathédrale moderne. Le bruit assourdissant, remplacé par un environnement plus calme. Et l'art, ce n'est plus juste une petite frise, ce sont des œuvres géantes qui transforment la station en galerie. En fait, tout ça, ça va dans le même sens. Créer une expérience plus humaine. L'idée, c'est de faire des stations où on se sent bien. Des endroits plus lumineux, plus spacieux, moins bruyants. Bref, plus agréables à vivre pour les millions de gens qui passent par là chaque jour. Donc pour résumer un peu tout ça, la meilleure façon de voir le métro, c'est comme un livre d'histoire. Un livre dont les pages sont les stations elles-mêmes. Chaque station est une strate, une couche de temps où les différentes époques de la ville se sont déposées les unes sur les autres. Ce graphique sur l'art est très parlant. Regardez. Pendant presque 80 ans, l'art dans le métro, c'était surtout de la déco, des jolis carreaux, des plaques. Et puis, à partir de 1985, avec le programme MTA Arts and Design, c'est une explosion. On a plus de 300 œuvres d'art commandées à des artistes connus dans le monde entier. Le métro est devenu, de fait, la plus grande galerie d'art de New York. La prochaine fois qu'on prend le métro, il faut juste prendre une seconde pour regarder autour de nous. Vraiment regarder. Les mosaïques, la forme d'une colonne, la typo sur un panneau. Dans une seule station, on peut voir l'ornementation du début du siècle, la simplicité fonctionnelle des années 40, le design épuré des années 70 et une œuvre d'art d'aujourd'hui. Toutes ces strates de l'histoire sont là, sous nos yeux. Et on va finir là-dessus, avec une question. Si le métro est vraiment le miroir de la ville, de ses rêves, de ses problèmes, de ce en quoi elle croit, alors que New York continue de se transformer, quelle histoire raconteront les prochaines stations ? Quel héritage laisseront-elles pour ceux qui viendront après nous ?